Je peux en prendre 2? Voilà ce qu'a dit le gamin. Son fils, 14 ans et maîtrisant déjà son petit sourire suffisant. Il s'est penché en arrière comme s'il était le propriétaire de ce fichu endroit. Sans se soucier le moins du monde que l'homme qui payait l'addition n'était même pas son père. Bon sang, la seule raison pour laquelle je suis venu ce soir, c'est parce qu'elle a insisté. C'est notre anniversaire de mariage, a-t-elle dit. Voyons les choses en grand. Soyons une famille. Une famille? Bien sûr. C'est comme ça qu'elle appelait ça en commandant des huîtres à 24 $ pour la table et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ma première voiture. Et j'ai tout observé en silence, comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose était différent cette fois. Pas seulement sa robe, même si, oui, ça aussi c'était différent. Plus moulante, plus voyante. Pas pour moi. Avant, elle s'habillait comme si elle voulait mon attention. Maintenant, elle s'habillait comme si elle voulait l'attention de n'importe qui. Si vous vous êtes déjà assis à une table en réalisant que vous n'étiez qu'un portefeuille sur pattes, vous comprendrez. Si vous avez déjà vu votre nom utilisé comme un compte en banque et votre présence méprisée comme celle d'un serveur, vous comprendrez ce que j'ai ressenti quand les mots sont sortis de ses lèvres. À la famille, et aux vrais hommes qui savent comment assurer. Elle a regardé à travers moi quand elle l'a dit, pas vers moi. Puis elle a dit à son fils, prends le homard. Tu le mérites bien. Il n'a même pas hésité. Je peux en prendre 2. Et le serveur, que Dieu bénisse ce pauvre diable, a ri. Juste un petit rire. Il a probablement pensé que tout cela était une blague. J'ai hoché la tête. Un lent hochement de tête. Pas un oui, pas un non, juste un « bien noté ». Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Voyez-vous, ce n'était pas le début. C'était la scène finale d'une pièce qui se jouait depuis des années. Chaque phrase qu'elle me lançait sur le sacrifice, sur le fait de le faire pour la famille, sur la façon dont les choses seraient différentes une fois que l'entreprise aurait décollé, tout s'était accumulé jusqu'à ce moment. Ce petit dîner où elle pouvait enfin se couronner reine de la table pendant que je payais pour la cérémonie. Mais voici la partie que personne à cette table ne savait. Le rideau était déjà en train de tomber, car pendant qu'elle commandait du homard comme si nous étions à Monaco, j'étais occupé à préparer autre chose. Une surprise pour le dîner, d'un tout autre genre. Vous savez ce qui est curieux? 98% des gens qui regardent des histoires comme celle-ci ne s'abonnent jamais. Mais ce petit clic motive énormément l'équipe qui les crée, ça entretient la flamme. Alors, si vous faites partie des silencieux, c'est peut-être le bon moment pour appuyer sur ce bouton. Vous ne le regretterez pas. Bref, retournons à table. Le gamin, son gamin, a dévoré le premier homard comme une hyène. Le second est arrivé peu de temps après. Elle lui a fait un clin d'œil. Mon champion mérite ce qu'il y a de mieux. Aucune mention de moi. Pas un « merci, chérie ». Pas même un regard. Elle avait transformé le mot « soutien de famille » en une blague. Et j'étais juste le type trop stupide pour quitter le navire. Sauf que je n'étais plus stupide. Plus maintenant. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais déjà parti, en silence, délibérément, et que tout ce qu'il dévorait ce soir était la scène, car quand l'addition arriverait, ce ne serait pas moi qui la paierais. 3 mois avant que le homard n'atterrisse dans l'assiette, j'étais assis dans un bureau sans fenêtre en face d'un homme nommé Howard qui portait un pantalon kaki avec des plis si nets qu'ils auraient pu couper du granit. Pas de bavardage, juste de la paperasse, des chiffres et un raclement de gorge occasionnel. Je ne voulais pas de drame. Je voulais de la précision. Et Howard était un véritable scalpel. Pas un divorce, a-t-il demandé en feuilletant mes dossiers. Non, ai-je dit, je veux disparaître. Il a levé les yeux une seule fois, comme s'il n'était pas sûr que je plaisantais. Mais ensuite il a vu les chiffres, mes relevés de compte, mes plans de retraite, les copies des actes de propriété, l'assurance vie, même le plan dentaire. C'est méthodique, a-t-il dit. Oui, c'était le but. Voyez-vous, n'importe qui peut crier et jeter une bague sur le plan de travail de la cuisine. Mais ce n'est pas comme ça qu'on quitte quelqu'un qui vous traite comme un meuble. On ne part pas avec fracas. On s'efface du scénario et on les laisse s'en rendre compte au milieu du 3e acte. Nous avons tout redirigé. Le fonds de retraite a été déplacé à l'étranger, légalement. Le bénéficiaire de mon testament, changé. Les comptes joints, séparés. Le dossier de crédit,
verrouillé plus solidement que Fort Knox. Même son nom a été retiré de mon assurance maladie. Mais la véritable perle, le coup de génie, c'était la maison. J'ai transféré l'acte de propriété à une fiducie révocable avec une petite clause stipulant que l'occupant devait payer 50% de l'entretien mensuel, des charges, des impôts, des réparations, tout le tralala. Et la fiducie, elle portait le nom de ma nièce, pas une nièce de sang, la fille de mon défunt beau-frère. Elle vivait à 2 états de là et parlait à peine à ma femme. Candidate parfaite. Fantôme parfait. Une fois l'acte finalisé, nous avons envoyé une copie au bureau de ma femme par courrier recommandé. Signature requise. Elle a signé, ne l'a jamais mentionné. Peut-être qu'elle ne l'a pas lu. Peut-être qu'elle a pensé que c'était un refinancement ou un de ces formulaires ennuyeux qu'elle avait l'habitude d'ignorer. Mais c'était une mèche, et elle était allumée. La dernière étape, la carte de crédit familial. La même qu'elle utilisait pour ses courses hebdomadaires qui incluaient des sérums pour le visage à $600 et des déjeuners spontanés dans des complexes hôteliers que nous n'avons jamais visités ensemble. Je l'ai annulée. Mais voici l'astuce, j'ai fixé la date de résiliation au 17 juillet, notre anniversaire de mariage, parce que je voulais qu'elle se sente en sécurité ce soir-là, qu'elle se sente confiante, suffisante, et puis, paf, le tapis se déroberait sous ses pieds. En attendant, j'ai joué mon rôle. J'hochais la tête quand elle se plaignait que le jardinier n'arrivait pas à l'heure. Je souriais quand son fils levait les yeux au ciel à mes questions. Je lui donnais de l'argent liquide quand elle disait que sa carte avait encore des ratés. Je n'étais pas passif. J'étais patient, car un homme silencieux n'est pas toujours faible. Parfois, il est simplement en train de calculer. Et quand les gens arrêtent de vous remercier, arrêtent de vous voir, commencent à vous traiter comme un acquis, vous ne leur devez pas une explosion. Vous leur devez une leçon. Ce soir-là au restaurant, elle a levé son verre. Aux vrais hommes qui savent comment assurer. Eh bien, la leçon vient avec des intérêts. À un moment donné, j'ai cessé d'être son mari et j'ai commencé à être son sponsor. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ça qui est insidieux. Le sentiment que tout vous est dû n'arrive jamais avec une enseigne au néon. Il s'infiltre lentement et avec suffisance jusqu'au jour où votre femme vous tend un reçu de $300 pour des bougies et dit « On mérite ce qu'il y a de mieux. » Tu peux te le permettre. Pas, peux-tu, pas, est-ce que ça va, juste, tu peux, comme si l'argent me poussait dans le dos. Chaque sortie au supermarché est devenue un jeu de « Jusqu'où peut-on monter en gamme ?» Des fromages importés que je ne sais pas prononcer. Du vin qui a le goût du vinaigre mais qui coûte de l'or. Des œufs artisanaux. C'est quoi, bordel, un œuf artisanal? Mais ce n'était pas les choses. C'était le ton. Chaque fois qu'elle disait « soutien de famille », ce n'était plus un compliment. C'était une laisse. Oh, c'est lui le soutien de famille. Oh, il paiera. Oh, on a ce qu'il y a de mieux, il assure. Elle le disait aussi devant ses amis. Toujours avec ce rire, ce petit rire sucré et aigu que les gens utilisent quand ils veulent que quelque chose fasse un peu plus mal. Mais elle n'était pas seule. Son fils a vite compris. Je me souviens de la première fois qu'il m'a appelé par mon prénom. Pas, papa, pas, le vieux, juste, Eric. Comme si j'étais l'oncle par alliance qui débarquait le week-end. Ça faisait 12 ans que j'étais là. Les matchs de baseball, les terreurs nocturnes, l'incident des poux. J'ai payé chaque sac à dos, chaque ticket modérateur pour la thérapie et chaque visite chez l'orthodontiste, et soudain j'étais juste, Eric. Il a commencé à m'ignorer quand je lui donnais des instructions, à lever les yeux au ciel si je lui demandais de l'aide pour décharger les courses. Il ne sortait même pas les poubelles à moins que sa mère n'en fasse tout un spectacle. Mais voici le clou du spectacle. Il adorait se vanter de ce que j'achetais. Regarde ma nouvelle PS5. C'est Eric qui l'a achetée. Eric nous emmène à la maison du lac la semaine prochaine. Il a fait de moi son portefeuille ambulant avec une étiquette à mon nom, et elle l'a laissé faire. Elle l'a encouragé, parce que ça lui donnait l'impression d'être de la royauté. Alors je me suis adapté. Pas mon ton, pas mon volume, ma comptabilité. J'ai tenu un tableur privé, enregistrant chaque dépense, pas seulement les montants, mais les moments. 3 juin, $1850. Journée spa surprise. Réservé avec ma carte sans demander. 19 juin, $642. Basket personnalisé pour son fils, pour la confiance. 2 juillet, $270.
Déjeuner avec les amis de sa sœur. Légende en ligne, journée entre filles. C'est ma tournée. Pas un mot de remerciement. Pas un « je te rembourserai ». Rien. Et il ne s'agissait même pas de l'argent. Il s'agissait de l'effacement. Vous gardez quelqu'un nourri, logé, couvert, visible, et il commence à agir comme si vous lui deviez l'air qu'il respire. La gratitude se transforme en attente. L'aide se transforme en obligation. Mais je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié pour de la reconnaissance. J'ai documenté chaque commentaire sarcastique, chaque haussement d'épaules ingrat, chaque maudit moment adjacent à un homard, et j'ai gardé tous les reçus, parce que quand vous préparez une sortie aussi silencieuse, vous voulez que la paperasse chante comme un chœur. 2 semaines avant qu'elle ne commande ce homard à $300 comme si elle était la duchesse du droit acquis, j'étais dans le bureau d'un banquier en train de signer l'acte de renonciation à mon prétendu héritage. Pas pour elle, pas pour le gamin, pour quelqu'un à qui il ne penserait même pas, Claire, ma nièce, techniquement la fille de mon défunt beau-frère. Calme, introvertie, allergique au dramé, plus important encore, pas ma femme. Elle vit dans le Michigan, travaille à distance, n'a jamais aimé la ville, ce qui la rendait parfaite car son nom n'éveillerait aucun soupçon. Le transfert de la propriété a été propre, net et hermétique. À une fiducie révocable, oui, mais avec une stipulation si spécifique qu'elle aurait aussi bien pu avoir le nom de ma femme gravé sur l'enveloppe, les occupants doivent contribuer à hauteur de 50% de toutes les dépenses mensuelles ou perdre leur résidence dans un délai de 45 jours. Ça semble froid. Tant mieux, car la chaleur n'avait plus rien à voir là-dedans. Howard, l'avocat spécialisé en succession, a relu la clause 3 fois. Êtes-vous sûr de vouloir lier l'occupation à la contribution financière? J'ai hoché la tête. Je veux qu'elle paie ou qu'elle fasse ses valises. Il a haussé les épaules et a imprimé les documents. Acte notarié. Classé. La fiducie est devenue officielle le 3 juillet. 2 jours plus tard, j'ai envoyé les documents par la poste. Pas à la maison. Non. Trop risqué. Trop évident. Elle a la mauvaise habitude de laisser traîner les choses sur la table de la cuisine pendant des jours. Je les ai donc envoyés directement à son bureau. Accusé de réception requis. Confirmation de signature marquée, confidentielle. Et devinez quoi? Elle a signé. Le récépissé de retour vert est arrivé 3 jours plus tard avec ses initiales brouillonnées hâtives. Elle n'a jamais dit un mot, ni au dîner, ni au lit, ni même son habituel roulement des yeux passif-agressif quand elle regarde les factures, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Soit elle ne l'a pas lu, soit elle l'a lu et a supposé que c'était indigne d'elle, car pourquoi s'en soucierait-elle? Son soutien de famille serait toujours là, paierait toujours les factures, réparerait toujours les fuites, couvrirait les impôts, tondrait la pelouse. Sauf que non, plus maintenant. En signant cette enveloppe, elle s'est enfermée dans une boucle juridique dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Elle vivait toujours dans cette maison, organisait toujours des soirées vin avec ses amis de pilates suffisantes, passait toujours des appels vidéo à sa sœur en sirotant du Riesling importé et en se plaignant que Eric stresse si je lui demande de faire quoi que ce soit. Tout cela pendant qu'une mèche brûlait silencieusement sous le plancher. La meilleure partie, la clause ne s'appliquait pas seulement à elle, elle s'appliquait à tout occupant. Donc, quand son fils aurait 18 ans, il devrait aussi commencer à payer. Au moment où le compte de la carte de crédit serait fermé, à l'instant même où le homard serait digéré, les charges, l'hypothèque, les frais de copropriété, le toit même au-dessus de leur tête ne serait plus à ma charge. Ce serait le problème de Claire de les recouvrer. Et croyez-moi, Claire ne fait pas dans la charité. Le compte à rebours avait commencé, et elle ne l'entendait même pas par-dessus le son de ses propres toasts suffisants. C'est ça, le truc avec les départs silencieux. On ne frappe pas à la porte, on signe. Les carcasses de 2 homards à $300 gisaient brisées et jetées comme les débris d'un champ de bataille. Son fils se curait les dents avec une queue de crevette et riait de quelque chose sur son téléphone. Un mème stupide, probablement. Elle s'est penchée en arrière comme Cléopâtre après une conquête, sirotant la dernière goutte de sa 2e coupe de champagne. Le plateau de dessert était à moitié démoli. Un gâteau au chocolat sans farine étalé sur le lin blanc comme du sang sur la neige. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Pas après le toast. Pas après la commande de double homard, et certainement pas après que son fils a demandé au serveur si le dessert venait vraiment après. Elle avait fini de prétendre que j'avais de l'importance. Elle était convaincue que je paierais toujours l'addition.
Et d'une certaine manière, elle avait raison, juste pas cette addition-là. Le serveur est arrivé, regardant nerveusement entre nous. Il tenait l'addition avec la même expression qu'une infirmière avant de donner de mauvaises nouvelles. Le porte-addition en cuir a claqué sur la table. Elle n'y a même pas jeté un œil, a juste fait un geste de la main et a dit « C'est Eric qui s'en occupe », comme si j'étais son comptable personnel. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau, je n'ai pas touché l'addition, je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste dit « Je ne suis pas son père ». Silence. Son fils a arrêté de mâcher. Elle a cligné des yeux lentement, comme si les mots n'avaient aucun sens. Le serveur s'est figé, traitant ce qu'il venait d'entendre comme un ordinateur qui rame. Puis, calmement, presque robotiquement, il a ouvert le porte-addition, révélant quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une deuxième enveloppe, couleur crème, gaufrée. Il l'a prise avec soin, s'est tourné vers elle et a dit, à la demande de monsieur, « Madame, l'addition est couverte par le nouveau titulaire du compte. » Elle l'a regardé comme s'il avait parlé une autre langue. Puis, sans me regarder, elle a attrapé l'enveloppe et l'a déchirée. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée. Formelle, froide, d'entreprise, pas le genre de chose qui crie « Joyeux anniversaire ». J'ai regardé ses yeux parcourir ligne par ligne. Ses pupilles se sont contractées comme si elle regardait un film d'horreur en temps réel. Sa mâchoire s'est crispée, puis est tombée. Elle ne respirait pas, ne clignait pas des yeux, elle était simplement figée. Son fils a demandé « C'est quoi ça ?» Mais elle n'a pas répondu, elle ne pouvait pas, parce que le compte était fermé, parce que le nom sur le nouveau compte n'était pas le sien, parce que quelqu'un d'autre détenait maintenant les clés de l'empire qu'elle croyait intouchable. J'ai boutonné mon manteau, j'ai laissé un billet de $20 sur la table, pas pour l'addition, juste pour le chaos. Et alors que je me tournais pour partir, je n'ai même pas pris la peine de regarder en arrière. Elle voulait un vrai homme. Elle a reçu un vrai message qu'elle n'oublierait pas. Elle tenait la lettre comme si elle pouvait prendre feu. Je l'observais depuis le seuil de la porte tandis que ses yeux parcouraient la page encore et encore, désespérés de réécrire ce qui était déjà imprimé. L'élégant en tête de l'institution financière n'avait pas d'importance. Le texte juridique standardisé n'avait pas d'importance. C'était cette phrase, celle enfouie à mi-chemin, qui a rendu sa peau blême et sa bouche sèche. Ce compte est désormais géré uniquement par Claire H. Dot, bénéficiaire principale et nouvelle occupante légale de l'adresse à expurger. Claire, ma nièce, pas sa fille, pas sa famille, la mienne. Elle a de nouveau regardé l'adresse comme si, peut-être ils avaient fait une faute de frappe. Non. C'était notre maison. Sa maison. Celle qu'elle avait rénovée 3 fois avec mon argent. Celle qu'elle insistait pour redécorer afin qu'elle se sente plus féminine. Celle qu'elle appelait, la sienne, chaque fois qu'elle avait un verre de chardonnay à la main. Non. Légalement, elle appartenait à une jeune femme de 27 ans qu'elle avait un jour qualifiée de « cette petite intello bizarre » et refusé d'inviter au brunch de Noël. La fourchette lui a glissé des doigts et a heurté l'assiette comme un coup de feu. Son fils a sursauté. Le serveur, Dieu le bénisse, s'est figé comme si quelqu'un lui avait débranché l'âme. « C'est une blague » a-t-elle murmuré, à peine audible. Le serveur, clairement briefé à l'avance, s'est éclairci la gorge maladroitement et a dit « On m'a demandé de vous fournir cette documentation en personne, sur instruction de votre mari. » Il a glissé une autre petite enveloppe sur la table comme si elle était empoisonnée. Elle n'a pas bougé, se contentant de la fixer. Sa main planait au-dessus comme si elle n'était pas sûre que la toucher rendrait tout cela plus réel. Son fils l'a attrapée à sa place. Et je jure que la façon dont ses yeux se sont posés sur lui était comme une reine protégeant une couronne qu'elle venait d'apprendre ne pas être la sienne. Mais le mal était fait. Cette phrase est restée dans son esprit comme un clou dans du bois tendre. Nouvelle occupante légale. Cela signifiait que les charges passeraient par Claire. Cela signifiait que l'acte de propriété était à elle de le faire respecter. Cela signifiait que la dynamique du pouvoir, celle qu'elle aimait utiliser comme une arme, avait changé, et pas en sa faveur. Sa voix s'est brisée en disant « Claire, pourquoi ferais-tu ça ?» Mais la question s'est évanouie car elle le savait déjà. Claire n'avait aucune raison de refuser. J'avais aidé à l'élever après la mort de son père, j'ai payé ses études universitaires, je lui ai donné sa première voiture. Elle était calme, oui, mais farouchement loyale et, plus important encore, complètement indifférente au simagrée de ma femme. Le conjoint qui payait ses soins du visage, ses retraites au spa et ses ridicules bougies à l'eucalyptus à $90, disparu.
La maison qu'elle me jetait à la figure à chaque dispute, tirait sous ses pieds comme un tapis, et elle était toujours assise dans un restaurant à $200 par personne sans carte de secours, sans pouvoir et sans idée de ce que j'avais déjà mis en place d'autre. Elle a toujours sous-estimé le silence. Elle pensait que l'immobilité signifiait la reddition. Mais certains hommes n'argumentent pas, ils restructurent. Cette enveloppe n'était pas seulement un document financier. C'était un miroir. Et ce qu'elle y voyait refléter n'était pas un soutien de famille. C'était l'architecte de sa propre chute. Le gamin, son précieux petit prince, s'est affalé sur sa chaise, tenant toujours une cuillère à dessert comme un trophée, et a lâché un ricanement si imprégné d'arrogance adolescente et de suffisance que je pouvais le sentir à 3 mètres de distance. Ça veut dire quoi au juste, a-t-il soufflé, la bouche à moitié pleine de crème brûlée, agitant le bord de l'enveloppe comme si elle l'offensait. Le serveur, qui avait clairement été briefé plus en détail que la plupart des avocats spécialisés en succession, a cligné des yeux lentement. On pouvait voir qu'il détestait cette partie. Peut-être que ce n'était pas dans sa description de poste d'être le porteur d'un règlement de compte générationnel, mais le voilà. Il s'est déplacé maladroitement, puis a glissé la main dans la poche intérieure de son gilet. On m'a aussi demandé de vous remettre ça, a-t-il dit, tendant au gamin une plus petite enveloppe avec son nom écrit à la main. Soigneusement, le gamin a de nouveau levé les yeux au ciel, comme si la réalité lui causait un désagrément, et a déchiré l'enveloppe d'une main, se léchant le pouce comme un petit aristocrate suffisant. À l'intérieur, une seule feuille pliée de l'institution d'épargne-études à laquelle j'envoyais des dépôts automatiques depuis 6 années consécutives. Ses yeux ont parcouru ligne par ligne, puis se sont arrêtés. Il est devenu blême. Quoi, a-t-il murmuré en relisant. Quoi? C'est quoi ça? Le serveur a reculé. Silencieux, neutre. La Suisse en nœud papillon. Le gamin a regardé sa mère. Cette inclinaison de tête arrogante avait disparu. Et il a dit d'un ton soudainement plat qui a frappé la table comme un verre qui tombe, mon compte d'épargne-études. Il a disparu. Sa voix s'est un peu brisée. Il est écrit solde $0. Elle lui a arraché la lettre des mains et l'a lu comme si elle pouvait l'effacer par pure négation maternelle, mais les mots étaient clairs. Résiliation du compte initié le 17 juillet. Solde $0. Motif, n'est plus le tuteur du bénéficiaire. Ses lèvres ont bougé en silence, relisant le motif encore et encore. N'est plus le tuteur du bénéficiaire. Je l'avais coupé, elle. Et ce faisant, je l'avais coupé, lui. Parce que quand vous jouez à la petite famille pendant 12 ans, que vous donnez votre nom, votre temps, vos économies, et que vous n'obtenez en retour que du dédain et des roulements d'yeux, vous finissez par apprendre où sont les sorties. Et vous ne vous contentez pas de sortir par la porte. Vous emportez les gonds avec vous. Elle m'a regardé maintenant, pour la première fois ce soir-là, elle m'a vraiment regardé. Son expression, pas de colère, même pas de surprise. De la panique. Le genre de panique qui survient quand vous réalisez que l'homme que vous preniez de haut en silence a étudié chacun de vos mouvements, non par faiblesse, mais par calcul. Le gamin s'est tourné vers elle, la voix plus forte, le désespoir s'infiltrant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pensais, a dit la mère, que c'était couvert. Je le pensais aussi, a-t-elle lâché en se levant à moitié de sa chaise. Le serveur a fait un pas en arrière prudent, se remettant probablement en question ses choix de vie. C'est alors que je me suis finalement avancé, lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait de scène, je me suis juste penché légèrement, j'ai regardé le gamin droit dans les yeux et j'ai dit, les vrais hommes ne se contentent pas d'assurer, ils décident quand arrêter de le faire. Et l'expression sur son visage, la prise de conscience naissante que le voyage gratuit n'était pas seulement terminé, mais qu'il avait été saisi, était meilleur que le dessert. Son fils est devenu blême, elle est devenue blanche, et aucun des deux n'avait la moindre idée que le retour à la maison ne se ferait même plus à leur maison. Ils sont sortis dans la nuit humide, encore abasourdis, comme des joueurs de casino sortant à la lumière du jour après avoir tout perdu. Ses talons claquaient fort sur le trottoir, plus vite que d'habitude. Elle essayait d'échapper à la honte. Peut-être. Son fils la suivait, serrant cette enveloppe comme un certificat de décès, mais le trottoir était vide. Pas de voiture, pas de phare familier. Pendant 12 ans, j'avais toujours été le chauffeur. Pluie, neige, délai. J'étais là. Moteur en marche, porte ouverte, siège chauffé. Pas ce soir. Elle a regardé autour d'elle, irritée.
Où est-il? C'est alors que le SUV noir s'est arrêté le long du trottoir. Trop propre pour être un taxi. Trop inconnu pour être un ami. La vitre s'est baissée à moitié. La famille Mitchell a demandé le chauffeur en regardant sa tablette. Elle s'est avancée automatiquement. Oui, Super. Destination fixée aussi. Elle l'a interrompu. Nous rentrons à la maison. Mais le chauffeur a plissé les yeux. Ici il est écrit que vous allez au Trelu sur la route 74, sortie 17. Elle a froncé les sourcils, a cligné des yeux, puis a sorti son téléphone. Son pouce a volé sur l'écran, a ouvert l'application et s'est figé. Son profil de VTC avait été mis à jour. Nouveau mode de paiement, nouvelle destination préférée, nouvel email de compte par défaut. Rien de tout cela n'était à elle. Elle a de nouveau appuyé sur les paramètres du compte et là, sous, propriétaire du profil, Erika R. J'avais tout configuré. J'avais synchronisé son application des mois auparavant quand elle avait oublié son mot de passe et m'avait demandé de le réinitialiser. Elle pensait l'avoir récupéré. Elle ne l'avait pas fait. Le chauffeur l'a regardé, puis le gamin, clairement mal à l'aise. Alors, on y va où? Son fils a levé les yeux, la voix basse. Attends, pourquoi on ne rentre pas à la maison? Parce que la maison, mon garçon, venait d'être redéfinie. J'ai changé les serrures ce matin-là. Claire avait envoyé le serrurier pendant qu'ils étaient encore occupés à répéter leur petit scénario de trahison familiale au brunch. Chaque code réinitialisé, chaque porte-clés désactivée. La sonnette de la porte se connectait désormais à un compte de caméra de sécurité privée auquel seul moi avais accès. La maison n'était plus à eux. Ni légalement, ni pratiquement. Et ce VTC, c'était la seule chose que je n'avais pas annulée, parce que je voulais qu'elle voie où son confort se terminait. Motel économique, route 74. Le genre avec des enseignes, libres, clignotantes et des distributeurs automatiques qui avalent vos dollars. C'était le plan de secours que j'avais payé. Un dernier acte de miséricorde. Elle s'est tournée vers son fils, la voix tendue. C'est temporaire. Nous rentrerons bientôt à la maison. Il ne peut pas. Il ne le fera pas, mais le tremblement dans sa voix trahissait la vérité. Elle n'avait plus la moindre idée de ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, parce que l'homme qu'elle appelait, soutien de famille, n'était pas debout sur le trottoir. Il était déjà parti, et tout ce qu'ils avaient un jour tenu pour acquis était parti avec lui. Quand elle a finalement réussi à entrer dans la maison, trouvant d'une manière ou d'une autre la clé de secours poussiéreuse d'un sac oublié dans le coffre de sa voiture, il était bien après minuit. Son fils la suivait, silencieux, vaincu, traînant ses baskets comme un enfant qui vient d'apprendre que le Père Noël était un mensonge. Elle a inséré la clé dans la serrure principale, a tourné, et rien. Elle a réessayé. Coincé. Peine dormant remplacé, poignée aussi. Elle a juré, a donné un coup de pied dans la porte, puis a tâtonné pour trouver la lumière du porche, exactement là où je savais qu'elle chercherait. Cette clé de secours était là, intacte, depuis plus d'1 an. Elle se moquait de moi de la cacher dans un endroit si prévisible. Maintenant, c'était son seul moyen d'entrer. Clic, elle a poussé la porte et s'est arrêtée net. L'air à l'intérieur était vide. Immobile. Pas de chaussures près de l'entrée. Pas d'odeur de ces bougies à la vanille hors de prix. Juste le vide. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que? Le salon était dépouillé. Le canapé, disparu. Les étagères, vides. Le support de la télévision toujours au mur, les câbles pendant comme des veines coupées. Même les maudits coussins avaient disparu, comme si la pièce avait été effacée de l'histoire. Son fils est resté sur le seuil, clignant des yeux. Où sont toutes nos affaires? Elle s'est déplacée rapidement maintenant, ses talons résonnant sur les planches qui craquaient autrefois sous le poids des dimanches matins paresseux. Vers le couloir, pas de photo. Le cadre du mariage, la photo de Noël en famille, le voyage à Yosemite qu'elle n'a posté sur Instagram que pour les « j'aime » disparus. À l'étage, les placards vidés, les tiroirs à linge vides, son miroir de coiffeuse enlevé. Même l'armoire à pharmacie était propre, comme si personne n'y avait jamais vécu. En bas, dans la cuisine, le réfrigérateur était débranché. Les étagères du garde-manger étaient ouvertes et vides. Pas une cuillère, pas un filtre à café, pas un verre à vin en vue. Mais posé proprement sur l'îlot en marbre, à l'endroit même où elle avait autrefois ouvert ses cadeaux d'anniversaire,
se trouvait une pile de papier. Pas d'enveloppe, juste une pile nette, maintenue par un stylo plume noir délibérément posé dessus. Elle s'est approchée et a baissé les yeux. Le premier document, procuration, signé, notarié, classé. Le deuxième, avis de transfert des services publics, gaz, électricité, internet, tous au nom de Claire. Maintenant, le troisième, confirmation de la fiducie de la maison, sceau légal, sceau du comté et le transfert de propriété exécuté en totalité. Date d'entrée en vigueur, ce matin-là. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est restée là à trembler, comme si la gravité de tout cela écrasait enfin le fantasme dans lequel elle vivait. Et puis elle l'a vu. Un seul post-it jaune collé au plan de travail. Mon écriture, en lettres capitales, calme, sans fioriture. Les vrais hommes n'assurent pas, ils se préparent. C'est tout. Pas de menaces, pas de cris, juste une vérité finale d'un homme qu'elle pensait financerait toujours son délire. Elle s'est assise brusquement. Pas de chaise, juste le sol. Son fils s'est figé dans le couloir, serrant son téléphone mort, regardant l'endroit où les photos de famille étaient autrefois accrochées. Il n'y avait plus de maison. Pas d'héritage, pas de filet de sécurité, juste du papier. Du papier froid, silencieux, irréversible. De retour au restaurant, après que le silence gênant eut englouti la dernière bouchée de leur dignité, le serveur est revenu. La table était vide maintenant. Pas de tintement de verre, pas de rire suffisant, pas d'ordre hurlé comme des commandements royaux, juste des serviettes froissées comme des drapeaux blancs et un seul verre d'eau intact perlant sur le lin. Il s'est déplacé lentement, ne sachant toujours pas s'il venait d'assister à une expérience sociale ou à une performance en direct sur la façon de démanteler un mariage en œuf plat. Sur la table, sous le porte-addition, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. 5 billets de $100 neufs et une note pliée, griffonnée à l'encre noire sur du papier à lettres épais, le genre que vous n'utilisez que lorsque vous voulez être rappelé. Merci d'avoir aidé à clore le compte. Signé, le type qui payait avant. C'est tout. Pas de nom, pas de drame, juste une signature propre et chirurgicale pour une nuit qu'elle n'oublierait jamais. Le serveur a cligné des yeux, a regardé la note, puis a ri doucement, un son bas, à parts égales d'émerveillement et d'incrédulité. Il a glissé l'argent dans son tablier et a pris une photo rapide de la note avant de nettoyer la table. Puis, sans même y penser, il a pris une autre photo, la table vide, les restes éparpillés du dîner, et en arrière-plan, son visage figé à mi-réaction, la mâchoire à moitié tombée, l'expression prise quelque part entre la confusion, la trahison et la prise de conscience. Il ne savait pas que cette photo deviendrait virale, mais c'est ce qui s'est passé. Cette nuit-là, quelqu'un l'a postée avec la légende « Cet homme vient de planter sa femme au milieu de leur dîner d'anniversaire après avoir lâché la phrase la plus glaciale que j'ai jamais entendue. » En 12 heures, la publication était en tendance. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Team, soutien de famille, contre team, profiteuse. Les gens devinaient ce qui s'était passé. Les théories fusaient. La spéculation se multipliait. Personne ne connaissait toute l'histoire. Il ne savait qu'une chose, je ne suis pas son père. Et cette note, cette maudite note, les podcasts en ont parlé. Les influenceurs financiers l'ont utilisée comme exemple de stratégie de richesse silencieuse. Un coach en divorce l'a qualifié de « départ le plus propre de l'histoire du mariage moderne ». Et moi, je n'ai pas regardé le déroulement, je n'ai pas commenté, je n'ai pas aimé, je n'ai pas partagé. J'ai déménagé. Petite ville tranquille. Pas de réseaux sociaux, nouveau numéro. Claire vérifie mon courrier. Je paie en espèces. Je fais du jardinage. Mais une fois par an, à la même date, je visite le site web du restaurant. Je ne réserve pas. Je vérifie juste. Et chaque fois, cette table est réservée, bloquée en lettres rouges. L'adieu du fournisseur. Fermé au public. Des gens l'ont demandé, mais ils ne l'obtiennent jamais. Le restaurant l'a gardé sacré. Une relique de la nuit où quelqu'un a finalement dit « ça suffit » et le pensait vraiment. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais vraiment aimé le homard.